Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer la lecture de Corinne ou l'Italie. C'est un roman cosmopolite et européen qui évoque la France, l'Angleterre et l'Italie à l'aube du romantisme dans la diversité de leurs mœurs et de leur culture. C'est un roman de Madame de Staël, excusez-moi, qui était une grande femme du XVIIIe siècle ainsi qu'une très grande féministe. Durant ma lecture, je vais insérer un mot qui n'a aucun rapport avec le livre et surtout aucun rapport avec la phrase qu'il va suivre. Je vous invite à le retenir et à le hashtaguer, le tweeter sur Twitter, donc hashtag VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. On va voir si vous suivez. Je vais passer à la lecture. Ne trouvez-vous pas, dit Corinne en contemplant avec Oswald la campagne dont ils étaient environnés, que la nature en Italie fait plus rêver que partout ailleurs? On dirait qu'elle est ici plus en relation avec l'homme et que le Créateur s'en sert comme d'un langage entre la créature et lui. Sans doute, reprit Oswald, je le crois ainsi, mais qui sait, si ce n'est pas l'attendrissement profond que vous excitez dans mon cœur qui me rend sensible à tout ce que je vois. Vous me révélez les pensées et les émotions que les objets extérieurs peuvent faire naître. Je ne vivais que dans mon cœur. Vous avez réveillé mon imagination. Mais cette magie de l'univers que vous m'apprenez à connaître ne m'offrira jamais rien de plus beau que votre regard, de plus touchant que votre voix. Puisse ce sentiment que je vous inspire aujourd'hui durer autant que ma vie, dit Corinne, ou du moins, puisse ma vie ne pas durer plus que lui. Oswald et Corinne terminèrent leur voyage de Rome par la Villa Borghese, celui de tous les jardins et de tous les palais romains, où les splendeurs de la nature et des arts sont rassemblées avec le plus de goût et d'éclat. On y voit des arbres de toutes les espèces et des eaux magnifiques. Une réunion incroyable de statues, de vases, de sarcophages antiques se mêle avec la fraîcheur de la jeune nature du Sud. La mythologie des anciens y semble réanimée. Les naïades sont placées sur le bord des ondes, des nymphes dans des bois dignes d'elles, les tombeaux sous les ombrages élyséens. La statue d'Esculape est au milieu du Nil. Celle de Vénus semble sortir des ombres. Ovide et Virgile pourraient se promener dans ce beau lieu et se croire encore au siècle d'Auguste. Les chefs-d'œuvre de sculpture que renferme le palais lui donnent une magnificence à jamais nouvelle. On aperçoit de loin à travers les arbres la ville de Rome et Saint-Pierre, et la campagne, et les longues arcades, débris des aqueducs qui transportaient les sources de montagnes dans l'ancienne Rome. Tout est là pour la pensée, pour l'imagination, pour la rêverie. Les sensations les plus pures se confondent avec le plaisir, les plaisirs de l'âme, et donnent l'idée d'un bonheur parfait. Mais quand l'on demande pourquoi ce séjour ravissant n'est-il pas habité, l'on vous répond que le mauvais air, la cattiva aria, ne permet pas d'y vivre pendant l'été. Ce mauvais air fait, pour ainsi dire, le siège de Rome. Il avance chaque année quelques pas de plus et l'on est forcé d'abandonner les plus charmantes habitations à son empire. Sans doute l'absence d'arbres dans la campagne autour de la ville est une des causes de l'insalubrité de l'air. Et c'est peut-être pour cela que les anciens Romains avaient consacré les bois aux déesses afin de les faire respecter par le peuple. Maintenant, des forêts sans nombre ont été abattues. Pourrait-il en effet exister de nos jours des lieux assez sanctifiés pour que l'avidité s'abstint de les dévaster?
Le mauvais air est le fléau des habitants de Rome et menace la ville d'une entière dépopulation. Mais il ajoute, peut-être encore, à l'effet que produisent les superbes jardins qu'on voit dans l'enceinte de Rome. L'influence maligne ne se fait sentir par aucun signe extérieur. Vous respirez un air qui semble pur et qui est très agréable. La terre est riante et fertile, une fraîcheur délicieuse vous repose le soir des chaleurs brûlantes du jour, et tout cela, c'est la mort. J'aime, disait Oswald à Corinne, ce danger mystérieux, invisible, ce danger sous la forme des impressions les plus douces. Si la mort n'est, comme je le crois, qu'un appel à une existence plus heureuse, pourquoi le parfum des fleurs, l'ombrage des beaux arbres, le souffle rafraîchissant du soir ne serait-il pas chargé de nous en apporter la nouvelle ? Sans doute le gouvernement doit veiller de toutes les manières à la conservation de la vie humaine, mais la nature a des secrets que l'imagination seule peut pénétrer, et je conçois facilement que les habitants et les étrangers ne se dégoûtent point de Rome, par le genre de péril qu'on y court pendant les plus belles saisons de l'année. Les mœurs et le caractère constipé des Italiens, chapitre 1er, livre 6. L'irrésolution du caractère d'Oswald, augmenté par ses malheurs, le portrait à craindre tous les partis irrévocables. À craindre tous les partis irrévocables, tout à fait. Il n'avait pas même osé, dans son incertitude, demander à Corinne le secret de son nom et de sa destinée. Et cependant, son amour pour elle acquérait chaque jour de nouvelles forces. Il ne la regardait jamais sans émotion. Il pouvait à peine, au milieu de la société, s'éloigner même pour un instant de la place où elle était assise. Elle ne disait pas un mot qu'il ne sentit. Elle n'avait pas un instant de tristesse ou de gaieté, dont le reflet ne se peignit sur sa propre physionomie. Mais tout en admirant, tout en aimant Corinne, il se rappelait combien une telle femme s'accordait peu avec la manière de vivre des Anglais, combien elle différait de l'idée que son père s'était formé de celle qu'il lui convenait d'épouser. Et ce qu'il disait à Corinne se ressentait du trouble de la contrainte que ses réflexions faisaient naître en lui. Corinne ne s'en apercevait que trop bien, mais il lui en aurait tant coûté de rompre avec Lord Nelvil, qu'elle se prêtait elle-même à ce qu'il n'y eût point entre eux d'explication décisive. Et comme elle avait dans le caractère assez d'imprévoyance, elle était heureuse du présent tel qu'il était, quoiqu'il lui fût impossible de savoir ce qui devait arriver. Elle s'était entièrement séparée du monde pour se consacrer à son sentiment pour Oswald, mais à la fin, blessée de son silence sur leur avenir, elle résolut d'accepter une invitation pour un bal, où elle était vivement désirée. Rien n'est plus indifférent à Rome que de quitter la société et d'y réapparaître, tour à tour, selon que cela convient. C'est le pays où l'on occupe le moins de ce qu'on appelle d'ailleurs le commérage. Chacun fait ce qu'il veut, sans que personne s'en informe, à moins qu'on ne rencontre dans les autres un obstacle à son amour ou à son ambition. Les Romains ne s'inquiètent pas plus de la conduite de leurs compatriotes que de celle des étrangers qui passent et repassent dans leur ville. Rendez-vous des Européens. Mais oui, tout à fait. Des Européens. Le rendez-vous des Européens. Quand Lord Nelvil sut que Corinne allait au bal, il en éprouva de l'humeur. Il avait cru voir en elle depuis quelque temps une disposition mélancolique qui sympathisait avec la sienne. Tout à coup, elle lui parut vivement occupée de la danse, de ce talent dans lequel elle excellait, et son imagination semblait animée par la perspective d'une fête. Corinne n'était pas une personne frivole, mais elle se sentait chaque jour plus subjuguée par son amour pour Oswald, et elle voulait essayer d'en affaiblir la force. Elle savait par expérience que la réflexion et les sacrifices ont moins de pouvoir sur les caractères passionnés que la distraction. Et elle pensait que la raison ne consiste pas à triompher de soi selon les règles, mais comme on le peut. Il faut, disait-elle à Lord Nelvil, qui lui reprochait cette intention,
Il faut pourtant que je sache s'il n'y a plus que vous au monde qui puissiez remplir ma vie. Si ce qui me plaisait autrefois ne peut pas encore m'amuser, si le sentiment que vous m'inspirez doit absorber tout autre intérêt et toute autre idée. Vous voulez donc cesser de m'aimer, reprit Oswald. Non, répondit Corinne, mais ce n'est que dans la vie domestique qu'il peut être doux de se sentir ainsi dominé par une seule affection. Moi qui ai besoin de mes talents, de mon esprit, de mon imagination pour soutenir l'éclat de la vie que j'ai adoptée, cela me fait mal, et beaucoup de mal, d'aimer comme je vous aime. Vous ne me sacrifierez donc pas, lui dit Oswald. Ces hommages, cette gloire, que vous importe, dit Corinne, de savoir si je vous sacrifierai. Il ne faut pas, puisque nous ne sommes point destinés l'un à l'autre, flétrir à jamais pour moi le genre de bonheur dont je dois me contenter. Lord Nelvil ne répondit point, parce qu'il fallait, en exprimant son sentiment, dire aussi quel dessein ce sentiment lui inspirait, et son cœur l'ignorait encore. Il se tut donc en soupirant, et suivit Corinne au bal, quoiqu'il lui en coûtât beaucoup d'y aller. C'était la première fois depuis son malheur qu'il revoyait une grande assemblée, et le tumulte d'une fête qui lui causa une telle impression de tristesse qu'il resta longtemps dans une salle à côté de celle du bal, la tête appuyée sur sa main, et ne cherchant même pas à voir danser Corinne. Il écoutait cette musique de danse, qui, comme toutes les musiques, fait rêver, bien qu'elle ne semble destinée qu'à la joie. Le comte d'Herfeuil arriva tout enchanté d'un bal, d'une assemblée, d'une société nombreuse, enfin, qui lui ait rappelé un peu la France. « J'ai fait ce que j'ai pu, dit-il à Lord Nelvil, pour trouver quelque intérêt à ces ruines dont on parle tant à Rome. Je ne vois rien de beau dans cela. C'est un préjugé que l'admiration de ces débris couverts de ronces. J'en dirai mon avis quand je reviendrai à Paris, car il est temps que ce prestige de l'Italie finisse. Il n'y a pas un monument en Europe subsistant aujourd'hui dans son entier qui ne vaille mieux que ces tronçons de colonnes, que ces bas-reliefs noircis par le temps qu'on ne peut admirer qu'à force d'érudition. Un plaisir qu'il faut acheter par tant d'études ne me paraît pas bien vif en lui-même, car pour être ravi par le spectacle de Paris, personne n'a besoin de pâlir sur les livres. Lord Nelvil ne répondit rien. Le comte d'Herfeuil l'interrogea de nouveau sur l'impression que Rome avait produite sur lui. Au milieu d'un bal, dit Oswald, ce n'est pas trop le moment d'en parler d'une manière sérieuse, et vous savez que je ne sais pas parler autrement. À la bonne heure, reprit le comte d'Herfeuil, je suis plus gai que vous, j'en conviens, mais qui sait si je ne suis pas plus sage. Et il y a beaucoup de philosophie, croyez-moi, dans mon apparente légèreté. La vie doit être prise comme cela. Vous avez peut-être raison, reprit Oswald. Mais c'est par nature, et non par réflexion, que vous êtes ainsi. Et voilà pourquoi votre manière d'être ne convient qu'à vous. Le comte d'Herfeuil entendit nommer Corinne dans la salle du bal. Il y entra pour savoir ce dont il s'agissait. Lord Nelvil s'avança jusqu'à la porte et vit le prince d'Amalfi, napolitain, de la plus belle figure, qui priait Corinne de danser avec lui la tarentelle, une danse de Naples, pleine de grâce et d'originalité. Les amis de Corinne le lui demandaient aussi. Elle accepta sans se faire prier, ce qui étonna assez le comte d'Herfeuil, accoutumé qu'il était aux refus par lesquels il est d'usage de faire précéder le contentement. Mais en Italie, on ne connaît pas ce genre de grâce, et chacun croit, tout simplement, plaire davantage à la société, en s'empressant de faire ce qu'elle désire. Corinne aurait inventé cette manière naturelle si déjà elle n'avait pas été en usage. L'habit qu'elle avait mis pour le bal était élégant et léger. Ses cheveux étaient rassemblés dans un filet de soie à l'italienne, et ses yeux exprimaient un plaisir vif qui la rendait plus séduisante que jamais. Oswald en fut troublé. Il combattait contre lui-même, il s'indignait d'être captivé par des charmes dont il devait se plaindre, puisque loin de songer à lui plaire, c'était presque pour échapper à son empire que Corinne se montrait si ravissante. Mais qui peut résister aux séductions de la grâce? Fût-elle même dédaigneuse, elle serait encore toute puissante.
Et ce n'était assurément pas la disposition de Corinne. Elle aperçut Lord Nelvil, rougi, et ses yeux avaient, en le regardant, une douceur enchanteresse. Le prince d'Amalfi s'accompagnait en dansant, avec des castagnettes. Corinne, avant de commencer, fit avec les deux mains un salut plein de grâce à l'assemblée. Et tournant légèrement sur elle-même, elle prit le tambour de basque que le prince d'Amalfi lui présentait. Elle se mit à danser en frappant l'air de ce tambour de basque. Et tous ses mouvements avaient une souplesse, une grâce, un mélange de pudeur et de volupté qui pouvait donner l'idée de la puissance que les bayadères exercent sur l'imagination des Indiens, quand elles sont, pour ainsi dire, poètes avec leur danse. Quand elles expriment tant de sentiments divers par les pas caractérisés et les tableaux enchanteurs qu'elles offrent au regard. Corinne connaissait si bien toutes les attitudes que représentent les peintres et les sculpteurs antiques que par un léger mouvement de ses bras, en plaçant son tambour de basque tantôt au-dessus de la tête, tantôt en avant avec une de ses mains, tandis que l'autre parcourait les grelots avec une incroyable dextérité, elle rappelait les danseuses d'Herculanum et faisait naître successivement une foule d'idées nouvelles pour le dessin et la peinture. Ce n'était point la danse française, si remarquable par l'élégance et la difficulté des pas. C'était un talent qui tenait de beaucoup plus près à l'imagination et au sentiment. Le caractère de la musique était exprimé tour à tour par la précision et la mollesse des mouvements. Corinne, en dansant, faisait passer dans l'âme des spectateurs et ce qu'elle éprouvait, comme si elle avait improvisé, comme si elle avait joué de la lyre ou dessiné quelques figures. Tout était langage pour elle. Les musiciens, en la regardant, s'animaient à mieux faire sentir le génie de leur art. Et je ne sais quelle joie passionnée, quelle sensibilité d'imagination électrisait à la fois tous les témoins de cette danse magique et les transportait dans une existence idéale où l'on rêve un bonheur qui n'est pas de ce monde. Il y a un moment dans cette danse napolitaine où la femme se met à genoux, tandis que l'homme tourne autour d'elle, non en maître, mais en vainqueur. Quel était dans ce moment le charme et la dignité de Corinne? Comme à genoux, elle était souveraine. Et quand elle se releva, en faisant retentir le son de son instrument, de sa cymbale aérienne, elle semblait animée par un enthousiasme de vie, de jeunesse et de beauté, qui devait persuader qu'elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Et hélas, il n'en était pas ainsi. Mais Oswald le craignait et soupirait en admirant Corinne, comme si chacun de ses succès l'eût séparé de lui. À la fin de la danse, l'homme se jette à genoux à son tour, et c'est la femme qui danse autour de lui. Corinne, en cet instant, se surpassa. S'il était possible encore, sa course était si légère en parcourant 2 ou 3 fois le même cercle que ses pieds, chaussés en brodequins, volaient sur le plancher avec la rapidité de l'éclair. Et quand elle éleva l'une de ses mains en agitant son tambour de basque, et que de l'autre elle fit signe au prince d'Amalfi de se relever, tous les hommes étaient tentés de se mettre à genoux comme lui. Tous, excepté Lord Nelvil, qui se retira de quelques pas en arrière, et le comte d'Herfeuil, qui fit quelques pas en avant pour complimenter Corinne. Quant aux Italiens qui étaient là, ils ne pensaient point à se faire remarquer par leur enthousiasme. Ils s'y livraient parce qu'ils l'éprouvaient. Ce ne sont pas des hommes assez habitués à la société et à l'amour-propre qu'elle excite. Pour s'occuper de l'effet qu'ils produisent, ils ne se laissent jamais détourner de leur plaisir par la vanité, ni de leur but par les applaudissements. Corinne était charmée de son succès et remerciait tout le monde avec une grâce pleine de simplicité. Elle était contente d'avoir réussi et le laissait voir en bon enfant. Et si l'on peut s'exprimer ainsi, mais ce qui l'occupait surtout, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais ce qui l'occupait surtout, c'était le désir de traverser la foule pour arriver jusqu'à la porte contre laquelle Oswald était appuyé. Elle y arriva enfin et s'arrêta un moment pour attendre un mot de lui. « Corinne, lui dit-il, en s'efforçant de cacher son trouble, son enchantement et sa peine. Corinne, voilà bien des hommages. Voilà bien des succès.
Mais au milieu de ces adorateurs si enthousiastes, y a-t-il un ami courageux et sûr? Y a-t-il un protecteur pour la vie? Et le vain tumulte des applaudissements devrait-il suffire à une âme telle que la vôtre? Chapitre 2. La foule empêcha Corinne de répondre à Lord Neville. On allait souper, et chaque cavalière servante se hâtait de s'asseoir à côté de sa dame. Une étrangère arriva, et ne trouvant plus de place, aucun homme excepté Lord Neville et le comte d'Herefeuil ne lui offrit la sienne. Ce n'était ni par impolitesse ni par égoïsme qu'aucun Romain ne s'était levé, mais l'idée que les grands seigneurs de Rome ont de l'honneur et du devoir, c'est de ne pas quitter d'un pas ni d'un instant leur dame. Quelques-uns n'ayant pas pu s'asseoir se tenaient derrière la chaise de leur belle, prêts à les servir au moindre signe. Les dames ne parlaient qu'à leurs cavaliers. Les étrangers erraient en vain autour de ce cercle où personne n'avait rien à leur dire, car les femmes ne savent pas en Italie ce que c'est que la coquetterie, ce que c'est en amour qu'un succès d'amour propre. Elles n'ont envie de plaire qu'à celui qu'elles aiment. Il n'y a point de séduction d'esprit avant celle du cœur ou des yeux. Les commencements les plus rapides sont suivis quelquefois par un sincère dévouement et même une très longue constance. L'infidélité est en Italie blâmée plus sévèrement dans un homme que dans une femme. 3 ou 4 hommes sous des titres différents suivent la même femme qui les mène avec elle, sans se donner quelquefois même la peine de dire leur nom au maître de la maison qui les reçoit. L'un est le préféré, l'autre celui qui aspire à l'être. Un troisième s'appelle le souffrant, il patetto. J'essaie de bien le dire. Celui-là est tout à fait dédaigné, mais on lui permet cependant de faire le service d'adorateur. Et tous ses rivaux vivent paisiblement ensemble. Les gens du peuple seuls ont encore conservé la coutume des coups de poignard. Il y a dans ce pays un bizarre mélange de simplicité, de corruption, de dissimulation et de vérité, de bonhomie et de vengeance, de faiblesse et de force, qui s'explique par une observation constante. C'est que les bonnes qualités viennent de ce qu'on n'y fait rien pour la vanité, et les mauvaises de ce qu'on y fait beaucoup pour l'intérêt. Soit que cet intérêt tienne à l'amour, à l'ambition ou à la fortune. Les distinctions de rang font en général peu d'effet en Italie. Ce n'est point par philosophie, mais par facilité de caractère et familiarité de mœurs, qu'on y est peu susceptible des préjugés aristocratiques. Et comme la société ne s'y constitue, juge de rien, elle admet tout. Après le souper, chacun se mit au jeu. Quelques femmes au jeu de hasard, d'autres au whist, le plus silencieux, et pas un mot n'était prononcé dans cette chambre naguère si bruyante. Les peuples du Midi passent souvent de la plus grande agitation au plus profond repos. C'est encore un des contrastes de leur caractère que la paresse, unie à l'activité la plus infatigable. Ce sont en tout des hommes qu'il faut se garder de juger au premier coup d'œil. Car les qualités comme les défauts les plus opposés se trouvent en eux. Si vous les voyez prudents dans tels instants, il se peut que dans un autre, ils se montrent les plus audacieux des hommes. S'ils sont indolents, c'est peut-être qu'ils se reposent d'avoir agi, ou se préparent pour agir encore. Enfin, ils ne perdent aucune force de l'âme dans la société, et toute s'amasse en eux pour les circonstances décisives. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture. Avant de vous quitter, je vais vous donner une petite citation, comme j'aime bien faire à mon habitude. 2 petites citations, allons-y. Les païens ont divinisé la vie et les chrétiens ont divinisé la mort. 2e citation. Quelquefois, il lui disait « Je vous l'avais bien dit, singulière manière de consoler, satisfaction que la vanité se donne aux dépens de la douleur. » Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, bon courage pour le travail pour certains et je vous dis à tout bientôt.